Pour nous rendre sur la côte sud et ouest de l'île, notre chemin revient jusque dans les faubourgs de Cagliari, laissant de part et d'autre le complexe industriel de Sarroch, soit la raffinerie de pétrole, le champ d'éoliennes et les marais salants. C'est la plus grande raffinerie en Italie, souvent en conflit avec les écologistes et les syndicats pour des problèmes environnementaux et le manque de sécurité des travailleurs. Si la ville était déjà habitée sous la civilisation nuragique, soit il y a environ 3500 ans, c'est lors de son appartenance au royaume d'Aragon, qui dura environ 4 siècles, qu'elle se développa le plus, en particulier pour l'architecture religieuse. Nous allons voir d'ailleurs la cathédrale de Santa Chiara. On appelle cette localité la ville des églises. Les parapluies multicolores que l'on rencontre dans diverses villes italiennes égayent les lieux au même titre que les façades des immeubles, tout en apportant un peu de fraîcheur pendant l'été. C'est son riche sous-sol en charbon qui fit sa prospérité au XIXe et XXe siècle. On exploita également des mines de plomb, d'argent, de zinc et de cuivre. En 1871 fut créée une école des mines pour former les cadres de ces entreprises. Mais aujourd'hui, tout est abandonné comme friche industrielle pour ne conserver que le musée, ce qui donne à la cité une ambiance un peu endormie. Le site est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur cette façade, une tranche de nostalgie. Décidément, on vit beaucoup dans le passé dans cette ville. Des affiches publicitaires qui vendent des produits alimentaires, souvent des boissons alcooliques, dont plusieurs sont encore aujourd'hui sur le marché. Eh bien, déjà la façade, déjà l'architecture rationaliste typique de l'époque fasciste est tout à fait à côté. Quelque chose au moins, les petits balcons avec le fer forgé et la plaque. Vous voyez que c'est un peu le même style dans toutes les façades. Hein. C'est une plaque de marbre, hein, le fer forgé, et puis toute la façade qui s'y adapte à ce style qui est typique de la petite ville et d'une époque entre la fin 19e et début 20e siècle. Du centre-ville commence avec cette petite place. Là où se trouvent les trois pouvoirs. Le pouvoir civique, la mairie, le pouvoir religieux, le diocèse, est tout à fait à côté là. La cathédrale, la Sainte-Claire. Une église qui remonte à la fondation de la ville. Une église qui a été construite entre 78 et 82 du XIIIe siècle. Malgré que, pas trop la façade, hein, mais le reste à l'intérieur a été au moins 2 fois, oui, à l'occasion de la grande restauration baroque, surtout complètement changée. Mais d'abord, hein, à l'intérieur, on aura encore l'occasion de voir au moins la voûte et une bonne partie, oui, du style d'origine qui était un romain pisan, c'est bien les pisans, transformé en gothique le long des siècles, et puis la dernière restauration, le baroque. La façade, très simple, comme vous pouvez voir, une espèce de rosace en oculus qui fait entrer la plupart de la lumière. Hein. Lorsque le portail d'accès il n'a pas de fenêtre, vous pouvez voir. Et la couleur, hein, la décoration, c'est toujours un trachyte. Trachyte, c'est rocher, avec le basalte d'origine volcanique, toujours. Juste en face, la mairie, avec une plaque qui rappelle les deux au portail d'accès Garibaldi, qui a visité la ville aussi. Ouais, Garibaldi, il a été partout. Hein. Il faut savoir que Garibaldi, avec les moyens qu'il avait à l'époque, hein, c'était tellement une aventure. Ça vaudrait la peine de lire un petit peu la vie de Garibaldi. Ça, c'est une église qui a la forme d'une croix latine, avec les plafonds voûtés en nervure, typique du gothique, et des chapelles latérales qui sont décorées avec des autels en marbre polychrome, surtout le transept à droite, l'hôtel dédié à Saint-François, en effet, du XVIIIe siècle. Un peu comme les hôtels qu'on a rencontrés jusqu'à présent.
Nous pénétrons maintenant dans l'église Saint-François. Il y a une nef unique surmontée d'un plafond en bois. Elle est divisée en 7 travées flanquées de 7 chapelles latérales. Ces chapelles, le presbytère et le couvent, furent rajoutés au XVIe siècle. La tribune des chantres en pierre a remplacé une ancienne en bois. On a encore en Sardaigne 3 communautés de moines. La première, là on est passé, on l'a rencontré à Guerre, là où il y a encore 5 moines qui s'occupent de l'église, du petit cloître. Une partie est destinée aussi à hôtel. Et donc c'est une façon, oui, et la possibilité d'une petite coopérative de jeunes en collaboration avec les moines de hôter des clients, des touristes. Et l'autre, ils font du bien quand même pour les pauvres de la ville. Nous avons rejoint les rivages de la Costa Verde. Ici, c'est le paysage qui tient la vedette, avec ses baies et ses falaises ensorcelantes. J'ai une végétation là, un tapis là qui couvre des plantes typiques du bord de mer, les salicornes, les petits buissons de genévrier naine ou genévrier phénice. Nous nous rendons au belvédère de Nebida afin de profiter, à l'occasion d'une petite promenade, de la vue sur le pain de sucre, le pan di zucchero, et d'apercevoir la friche industrielle des mines exploitées autrefois. Nebida est devenu, grâce à sa situation exceptionnelle, un centre touristique avec hôtels et résidences secondaires au milieu de ce paradis avec végétation méditerranéenne. Le pain de sucre est un conglomérat de calcaire haut de 133 mètres, d'une superficie de 0,03 km², formé par l'érosion marine. Il est en face de la plage de sable blanc de Marouza. Ces rochers sont de la période précambrienne, soit environ 750 à 800 millions d'années. Moins idylliques, ces friches industrielles, soit l'emplacement où l'on traitait les divers minerais, ou la mine de Porto Flavia, exploitée depuis 1600 jusque dans le courant du XXe siècle. Et ces métaux, on a dit que c'était le plomb et puis quoi? Oui, la galène de plomb, l'argent, le fer, le zinc aussi. Ça ne se voit pas de ici, mais là, à un certain moment, sur la falaise, juste en face au pain de sucre, il y a un trou qui sort avec tout un portail magnifique de l'époque, oui, de l'exploitation des mines. Et c'est la fameuse mine de Porto Flavia, qui a été construite aux années 20 et 30. Et qui est resté en activité jusqu'aux années 60. Et c'est un trou qui se trouve à une cinquantaine de mètres en haut de la falaise. Et de là-bas, ça descendait les métaux, le minéral. Le minéral, qui descendait directement vers les navires. Magnifique, parce que là, on peut encore visiter la mine. Tous les longs couloirs à l'intérieur. Ici en bas, on voit le trajet du petit train qui permettait d'accéder à ce bâtiment.
de la mine, en haut de la montagne. Tout descendait, vous voyez, la descente, c'est une espèce de grande poulie qui descendait les matériaux qui étaient sélectionnés selon les différents métaux et puis envoyés par petits navires vers l'île de Saint-Pierre et de Saint-Pierre avec gros navires, gros bateaux vers l'Italie continentale. On voit au bord de la mer la laverie de la Marmora en briques et pierres qui servait à séparer et classer les minerais de plomb et de zinc. S'il n'en reste aujourd'hui que des murs, à l'époque, soit vers 1910, le village de Nebida comptait environ 3000 habitants, dont le tiers travaillait à la mine. La crise a passé par là, tout est abandonné depuis les années 70. Nous poursuivons notre circuit le long de la Costa Verde à admirer le paysage et écouter la belle voix de baryton de notre guide Tiziano. Miro mare quanto è bella, spira tanto sentimento, come te chi te ne ammenta, lasciata te fai suonare. Guarda che sto giardino, sientasi e sti sciuranza, nu profuma così fina, in tuo cuore se ne va, e tu dici parata a Dio, t'allontana da suo cuore, nessa terra dell'amore, te no cuore non torna. Ma non me la sa, allontana sto tormento, ora na sorriente, non me